Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette matinée de clôture, à cette plénière de clôture des 30e rencontres du Risk Management. Je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste à l'Opinion. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour cette grande matinée. Un très beau programme nous attend. Alors je vois que vous en êtes conscients puisqu'il y a beaucoup de monde pour ce vendredi matin après la difficile soirée d'hier, hein, les longues soirées d'hier. Nous allons continuer de parler gestion des risques, bien sûr, et regarder de très près le partage du risque avec les assureurs. On va d'abord parler PME-ETI, ensuite nous parlerons des collectivités territoriales et enfin des grands comptes, des grands groupes. Nous verrons quelle est la situation sur ces différents marchés, ce qu'il est possible de faire, ce qui bloque un peu, les nouvelles solutions, et puis les perspectives à moyen terme. En fin de matinée, et avant la clôture par Oliver White, nous changerons de registre. Je vous promets un moment carrément dépaysant, en compagnie d'un grand sportif qui va nous faire rêver. Tout de suite, comme promis, une table ronde sur la gestion des risques dans les PME-ETI. Et je vais demander aux intervenants de venir me rejoindre. Bienvenue à tous les quatre. Alors je vous présente nos intervenants. Grégory Allard, bonjour Grégory. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Vous êtes président de la société de courtage d'origine bordelaise Phil & Allard. Hein. Vous êtes aussi à la fois courtier, mais aussi à la tête d'une entreprise. Donc on verra la double casquette que ça peut représenter. À vos côtés, je n'ai pas mes papiers dans l'ordre. À vos côtés, Alain Lemaire. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du groupe Bioland, qui est un leader mondial des extraits végétaux pour la parfumerie, les cosmétiques et compléments alimentaires. Alors, juste pour qu'on ait un ordre d'idée, Bioland, c'est 800 personnes et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. À vos côtés, Véronique Moget. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Chênes et Compagnie, un spécialiste de la tonnellerie. Vous employez 450 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros. Et puis à côté de moi, bonjour Christophe Gélineau. Bonjour à tous. Vous êtes directeur administratif et financier de Piftobois. Alors, Piftobois a développé toute une gamme de produits autour des résineux. Vous allez nous expliquer. Vous avez 3 usines en France, 25 centres de distribution. Alors, pour les ordres de grandeur encore, 1500 personnes et un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros. C'est exact. Alors, avant peut-être de rentrer dans le détail de la gestion des risques, je voudrais que vous me parliez un peu de vos principaux risques. Aujourd'hui, alors on va voir que vous êtes, pour 3 d'entre vous, dans le bois ou pas très loin du bois, mais il y a des points communs, mais pas que des points communs. Alors peut-être pour commencer, Christophe, hein, vos 3 risques aujourd'hui, c'est quoi? Alors sans hésiter, le premier risque pour une entreprise comme nous, vu l'outil industriel, c'est le risque humain. C'est-à-dire qu'il faut protéger l'intégrité physique des salariés. Ça, c'est le premier. Le second, c'est l'incendie. Pareil, sur des grosses machines, sur des charges thermiques importantes. Et le dernier, c'est un peu plus récent pour nous. On est fabricant de murs en bois. Donc, on a été obligé de souscrire une décennale. Donc, c'est un risque aussi un nouveau risque à assurer pour nous. Donc, c'est très important en termes de montant et d'image de marque. Donc, c'est-à-dire ces 3 assurances, l'ARC, l'aide dommage aux biens et la décennale. Véronique, le top 3 de vos risques aujourd'hui? Alors nous, on a fait une cartographie des risques qui nous a permis d'identifier en premier lieu tout ce qui était risque par rapport au réchauffement climatique et l'impact du réchauffement climatique sur les approvisionnements. Parce qu'aujourd'hui, la forêt est impactée par le réchauffement climatique qui induit un dépérissement. Donc ça, en fait, on l'a classé comme le numéro 1 de nos risques. Après, il y a tout ce qui tourne autour de la cyber, hein, qui est un sujet qui est commun à beaucoup d'entreprises aujourd'hui et qui devient de plus en plus prégnant. Et puis en troisième lieu, il y a des risques qui sont propres à notre métier, donc les risques RC par exemple, par rapport aux risques de contamination des vins qui pourraient, enfin, c'est très
faire arriver si nos fûts viennent à apporter un défaut aux vins qui sont logés à l'intérieur, sachant que c'est des vins qui sont très coûteux. Et puis forcément, il y a aussi le risque incendie, mais qu'on n'a pas forcément mis en top 1 ou top 2, parce qu'on essaye de faire un maximum de choses pour s'en prévenir. Juste sur le premier risque, le risque de réchauffement climatique, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle ? En fait, on a des partenariats avec l'ONF pour justement étudier les raisons du dépérissement et comment on peut faire pour replanter de façon différente, replanter des espèces différentes qui résistent mieux à la sécheresse. C'est principalement ça. Alain, vos grands risques aujourd'hui ? Je ne vais pas avoir de grosses variations. C'est le risque de responsabilité civile au niveau des salariés, etc. Responsabilité civile surtout au niveau des produits, parce que nos produits vont donc vers les hommes, donc les huiles essentielles, ça va dans l'alimentaire, dans la parfumerie, la cosmétique et autres, donc ça c'est un risque quand même assez important. Et puis il y a évidemment le risque incendie, explosion et autres, puisque les huiles essentielles c'est souvent inflammable, des fois explosif, etc. Et j'ai un autre risque que je tenais à citer, c'est le risque de ne pas trouver d'assureur quand on est dans l'activité bois. Voilà, donc... Excusez-moi, mais c'est du vécu, donc voilà, y compris quand on est même sprinklé, il y a des vétos, donc on ne comprend pas trop, quoi. Bon, je vous promets qu'on y reviendra, Alain. Et si je suis franche, quand on a préparé, c'était le premier de vos risques, même. C'était en top 1. Grégory, peut-être à la fois vos risques en tant qu'entreprise, et puis un regard un peu transverse sur les risques qu'on a entendus. Est-ce que ça représente ce que vous voyez dans beaucoup d'entreprises, chez vos clients ou dans vos réseaux ? Alors, c'est vrai qu'on est courtier d'assurance, donc on s'occupe des entreprises, mais on est aussi une entreprise, on est une ETI, on est 1600 personnes, on est dans 7 pays, on est dans 14 villes. Et donc mon sujet principal de préoccupation, celui qui me réveille la nuit, c'est les risques cyber. Et là-dessus, on a mis en place une politique très robuste en matière de prévention. Pour vous dire, on a 14 personnes au RSSI, qui s'occupe de la sécurité des systèmes d'information, qui travaillent à plein temps pour protéger nos données, les données de nos clients, bien évidemment. Et c'est vraiment le sujet qui me préoccupe le plus en tant qu'entreprise. Après, mon regard en tant que courtier d'assurance, c'est vrai que depuis 2-3 ans, on est sur une volatilité des marchés, mais ça, je pense que tout le monde l'a remarqué, n'est-ce pas ? Voilà, où les capacités baissent, les conditions tarifaires augmentent et les exigences en matière de risk management sont de plus en plus fortes. Et c'est vrai que moi, ce que je constate, puisque je suis aussi au club des ETI de Nouvelle-Aquitaine avec Alain, c'est qu'il y a une évolution, il y a un changement de paradigme dans l'approche qu'ont les PME et les ETI en matière de risk management, qui font partie, je dirais, pour la résilience de leur business, qui font partie maintenant de la stratégie des entreprises. Et c'est pour ça qu'on parle sprinkler, c'est pour ça qu'on parle de prévention, de protection. Et ça, je pense que c'est un élément clé. Cependant, c'est vrai que je partage l'avis d'Alain, c'est qu'il y a le risque de ne pas trouver d'assureurs, alors que les assureurs ont quand même sont un élément clé dans l'économie, puisque s'il n'y a pas de financement, s'il n'y a pas de banquier, on ne peut pas financer des projets ou des innovations, mais s'il n'y a pas d'assureur pour protéger le financement des banquiers, il n'y a pas de développement économique. Et c'est là où je pense que les assureurs devraient penser que ce sont des acteurs institutionnels extrêmement importants dans l'économie, et de temps en temps, ils ne pensent pas beaucoup justement au développement économique, alors qu'ils ont un rôle majeur. Je voulais juste, on va y revenir, je vous promets, et je pense que ça va être, je vais vous entendre chacun sur vos assurances et la difficulté aujourd'hui. Juste un point sur déjà le paysage des risques pour les PME ETI. Vous avez évoqué, Grégory, pour vous, l'importance du risque cyber. En miroir, est-ce que le risque cyber est suffisamment appréhendé aujourd'hui par les PME ETI ? Est-ce que, on vient de loin, je le sais, mais est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui que c'est un risque, Véronique l'a cité, est-ce qu'il est pris à la hauteur de son importance ? Alors, le risque cyber, on va dire qu'il y a eu 3 périodes. Il y a eu la période où, pendant quelques années, on a prêché dans le désert, où personne ne voulait souscrire d'assurance cyber parce qu'il n'y avait pas de risque, où le DSI pensait qu'il avait mis en place tous les moyens nécessaires pour éviter une attaque.
Ensuite, on a eu la période un peu bénie des dieux où on avait des facilités et on faisait des propositions en posant 10 questions. Et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on a des questionnaires. Je pense que dans la salle, certains ont vu passer quelques questionnaires qui font 10, 15, 20 pages, qui sont, enfin, c'est un casse-tête. Et aujourd'hui, il faut montrer patte blanche pour pouvoir accéder au marché de l'assurance. Et c'est vrai qu'on constate que la maturité en matière de prévention cyber est très hétérogène dans les entreprises. Et aussi, il y a quand même un point qui est important. Autant on a réussi à mettre en place une nomenclature en matière de risque incendie avec les règles R1, R5, etc., etc. Et autant on n'a pas mis en place une nomenclature, une normalisation des moyens de prévention en matière de cyber. Et c'est là où je pense qu'il faut que le marché travaille pour qu'on ait une standardisation qui permette aux entreprises de pouvoir accéder au marché et d'être assurées dans de bonnes conditions. Parce qu'on a fait des renouvellements, quand on a 10 millions d'euros de franchise, enfin, j'appelle pas ça de l'assurance, quoi. Enfin, voilà. Donc, et je pense que ce qui est important, c'est que le marché s'organise pour qu'on ait une nomenclature au même, en parallèle de ce qu'on fait en matière de risque incendie, en matière de cyber. Alors justement, voyons un peu où vous en êtes dans vos assurances, j'ai envie de dire. Véronique, aujourd'hui, vous êtes assurée comment? Est-ce que ça a été difficile? Quelle est un peu votre situation de couverture? Alors nous, oui, la situation a été très difficile. En fait, on a une histoire un peu particulière parce qu'en fait, on a été assuré pendant 7-8 ans avec la même compagnie d'assurance, RAS, pas de sinistre, des primes correctes, enfin bon, un monde parfait. Et puis en 2020, la dite compagnie nous a dit qu'ils décideraient de ne pas plus nous assurer à partir de la fin d'année. Donc ils nous ont laissé un délai de prévenance de 6 mois pour nous retourner. Il n'y avait pas de raison particulière, hein, pas de choses vraiment nouvelles, c'est juste qu'ils avaient décidé de ne plus assurer le bois. C'était comme ça. Donc on s'est retrouvés sur le marché et là ça a été la grosse déconvenue parce qu'en fait il y a plein de compagnies d'assurance qui n'ont pas voulu regarder notre risque tout simplement parce que c'était du bois. Donc vraiment on a vraiment l'impression d'être les vilains petits canards parce que d'un côté on fait des fûts en chaîne pour les plus grands vins et spiritueux dans le monde. Donc d'un côté on dit à nos clients des Ozone, des Pétrus, enfin je vous en cite et encore d'autres encore meilleurs. Pas de problème, vous pouvez loger votre vin dans nos fûts. On travaille avec des procédures des normes de très haute qualité. On a vraiment des méthodes de travail qui sont très qualitatives. Et puis de l'autre, bah non, on n'a pas d'assureur. Il n'y a personne qui veut nous couvrir, quoi. Ça fait vraiment un peu tâche. Hein. Donc, on a beaucoup travaillé. Notre courtier, que je remercie, nous a beaucoup aidé sur le sujet. Et on fait quelque chose comme le 29 ou 30 décembre de 2020, on a fini par trouver une solution d'assurance. Donc aujourd'hui, on a quand même 4 co-assureurs. Donc il faut dire qu'on a des risques on a des capitaux à assurer. Des capitaux à assurer qui sont assez significatifs puisqu'on a plus de 120 millions de stocks, donc pour une entreprise de notre taille c'est beaucoup, avec des pertes d'exploitation assez importantes à assurer. Mais aujourd'hui on a 4 co-assureurs avec un appériteur qui a pris le lead sur le dossier et on a fait x2 par rapport aux primes d'assurance. Donc on a plus de 500 000 euros de primes d'assurance, donc pour la taille de notre entreprise c'est quand même beaucoup. Et puis, chaque renouvellement est un challenge pour nous. Il n'y a pas trop de problèmes sur la question des risques, mais au niveau des primes, c'est toujours la course à la majoration. Ce gros changement, vous le disiez, c'était donc le renouvellement à fin 2020. Depuis, il y en a eu 2. Oui. À chaque fois, ça augmente, c'est tendu. Comment ça s'est passé ? Ça se passe bien, c'est juste que c'est un petit peu la course à l'échalote du point de vue financier. Petit point cyber, puisque Grégory en parlait. Véronique, vous avez une assurance cyber spécifique, vous avez laissé tomber ?
Non, nous on est assuré cyber depuis 3 ans. Ça nous a, pour être honnête, ça nous a beaucoup aidé, ça nous a beaucoup structuré. En fait, on a mis en place plein d'outils depuis qu'on est assuré cyber. On a fait la sensibilisation utilisateur. Il y a plein de choses. Ça nous a fait monter en compétences. En revanche, comme on en parlait, les questionnaires sont de plus en plus lourds et les exigences sont de plus en plus lourdes. Et je ne sais pas combien de temps on va pouvoir continuer à être assuré malgré tout ce qu'on a fait. Christophe, chez vous, c'est aussi tendu? Moins, je dirais moins tendu. Je crois qu'on a nourri une relation de confiance avec l'assureur, avec le courtier. Ça n'a pas bougé depuis 7-8 ans, à peu près. Ceci dit, on a pris 40% d'augmentation en 2 ans. Les franchises multipliées par 15. Donc, c'est difficile quand on va voir la direction pour faire avaler ça. C'est très difficile. Expliquer aux salariés qu'on fait de la prévention et que malgré ça, on a des franchises qui sont inacceptables, qui permettent... Voilà, franchise à 750 000 € pour nous, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc c'est compliqué à faire passer et à la direction et aux salariés. Maintenant, j'estime que notre programme d'assurance est correct. En termes de prix, en termes de capitaux assurés, je pense que ça reste tout à fait correct. Maintenant, à chaque renouvellement, on tend le dos. On ne sait pas ce qui va se passer. J'ai l'avantage d'avoir une clôture 30 juin, donc ça permet de passer les fourches codines du 31 décembre. Et des fois, les assureurs sont un peu moins regardants sur les clôtures 30 juin. Et je veux juste revenir sur la cyber. Nous, on est assuré. On a pris 2 fois avec des questionnaires extrêmement compliqués. Par contre, on a mis en place une cellule de crise et on va faire, dans les semaines à venir, un jeu de rôle. On va s'enfermer avec une quinzaine de personnes et simuler une attaque pour voir quelles décisions seront prises en amont en cas d'attaque. Il y avait des ateliers très bien hier sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez pu les suivre. Malheureusement, non. Alain, sur à la fois vos assurances et puis, comme vous êtes très impliqué dans le club de TI, vous connaissez bien votre bassin d'emploi, comment ça se passe chez vous et autour de vous? Beaucoup de problématiques quand même de placer les risques, dès qu'on est dans des activités un peu spécifiques. À la fois chez moi, donc ça fait 2 années où ça a été très très chaud, donc des fois clôture, oui, le 30, le 31. Donc moi j'étais en congé, mais eux ils travaillaient, donc voilà, c'était les courtiers ont arrêté de skier depuis bien avant le réchauffement climatique. Et comme mes amis, là, on est passé d'une franchise sur la MRI de 30 000 € à 1 million. Donc voilà, c'est clair. Donc bon, des difficultés parce que on n'est pas assez protégé. Donc on avait des plans de prévention, mais bon, j'aurais peut-être un petit message à passer tout à l'heure auprès des allez-y, je le sens. Alors je vais pas. Messieurs, s'il vous plaît, quand vous mettez des prérequis, par exemple, sur des sprinklers ou un bâtiment ou autres, ne pensez pas uniquement en termes d'assurance, pensez aussi aux nécessités pour les entreprises de faire valider les projets par les DREAL et par les pompiers. Ça fait 6 mois que c'est en train de tourner chez moi. J'ai la validation de l'ingé prévention, mais après, quand je présente à la DREAL, ça ne va pas. Ensuite, les pompiers me disent ça ne va pas. Donc, je retourne, j'ai une autre proposition, etc. Mais n'empêche, ça s'est passé l'année dernière. Mon assureur m'a quitté parce que je n'étais pas assez rapide. Alors, il est vrai qu'il y avait le problème du Covid, il n'y avait pas d'acier, etc. Les sprinklers étaient débordés et tout ce bazar. Mais donc, il faut aussi sortir du préventionnel et vous mettre à la place des entreprises et dire, OK, nous, on a des prérequis, mais les entreprises ont des prérequis. Et mon prérequis, c'est presque plus l'adréal que l'assurance, donc, parce que sinon, ils peuvent m'arrêter l'usine ou dire, vous ne pouvez pas fonctionner. Donc ça, c'est un petit message. Et puis, donc, au niveau du cyber, donc, nous, on a été assurés il y a 3 ans, quand le marché était assez simple. Après, je me suis fait virer parce que j'étais pas assez bon, donc on est monté en charge. Donc j'ai fait faire un audit il n'y a pas longtemps. On avait fait faire déjà 2 audits par Orange Cyberdéfense qui nous suit. On a refait un audit avec un ingé, là, et ça a l'air, on va pouvoir représenter le dossier. Au niveau du club de ZTI, c'est une grosse préoccupation, les cyber. Donc le club des TI de Nouvelle-Aquitaine, c'est 120 entreprises, on représente 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 80 000 emplois dans le monde. Donc bon, on est des belles bêtes, et y compris des leaders mondiaux. Et tout le monde a ses problèmes cyber. Problématique aussi, s'il vous plaît, uniformisez vos questionnaires. Pourquoi un questionnaire spécifique cyber pour telle compagnie, un autre d'une autre manière pour une autre compagnie? Ça serait bien d'en avoir un seul.
Bon, c'est pas bon pour la concurrence, mais au moins on pourrait présenter le même questionnaire à plusieurs compagnies et après ils verraient. Vous voyez, donc c'est ça aussi. On passe un temps infini à faire bosser les gens pour répondre aux questionnaires. Donc ça c'est des trucs que les entreprises doivent. Me regarde pas. Si je te regarde. C'est les assureurs. Hein. C'est les assureurs. Et puis je reviens en plus donc sur sa réaction tout à l'heure à Grégory. Je m'occupe aussi, je supervise les assurances du groupe Gascogne, le groupe papetier Gascogne. Hein, donc on va construire une nouvelle machine à papier qui sera parmi les plus grosses du monde. C'est un investissement de plus de 200 millions d'euros. Il est évident que les banquiers ne vont prêter de l'argent à la société que si elle est assurée. Donc là aussi, il faut que l'assureur comprenne. Bon, bien sûr, ça va être une nouvelle bécane, elle sera entièrement sprinklée, etc. Mais il y a vraiment un impact économique. S'il n'y a pas d'assurance, il n'y aura pas de banquier et il n'y aura pas de machine à papier. Donc vos actions ont un impact direct sur le développement de l'économie en France. Voilà. Grégory, je vous regarde aussi, moi. Et en fait, est-ce que c'est aux courtiers d'essayer d'uniformiser? Quel rôle est-ce que vous pouvez jouer pour obtenir une plus grande cohérence? C'est ça qu'on recherche, à la fois sur les questionnaires cyber, mais sur les demandes de prévention. Alors nous, je suis désolé, je vais parler un peu de nous. On a une approche un peu différente, à savoir qu'on a une équipe ingénierie où on a 8 ingénieurs full-time qui travaillent pour nos clients sur les aspects incendie, risque physique. Et en fait, on a spécialisé un de nos ingénieurs, qui est ISO 27003 et 27005, pour justement accompagner nos clients, pour les faire mûrir, pour mettre en place les plans de prévention et de protection nécessaires pour répondre aux exigences des assureurs. Donc c'est vrai que derrière, on accompagne nos clients pour leur faire remplir ces fameux questionnaires qui sont extrêmement complexes. Et je le répète, et je fais un appel à tous nos partenaires assureurs, s'il vous plaît, je suis d'accord, il faudrait qu'on norme les questionnaires, mais aussi les exigences des assureurs en mettant des EDR, etc., pour qu'on ait, je dirais, une nomenclature qui soit l'équivalent de ce qu'on a en incendie, pour simplifier les choses. Parce que je pense que les risques cyber, on digitalise tout, donc c'est un risque qui est prégnant, en plus qui s'est développé de manière significative avec la période de Covid. Et moi, je pense qu'à terme, peut-être que le cyber, ça sera une plus grosse branche que les risques divers, modulo peut-être les événements naturels. Ah là, vous me disiez que vous connaissiez beaucoup d'entreprises qui avaient renoncé à être couvertes en cyber aujourd'hui. Ah oui, dans les ETI, il y en a très peu qui sont couvertes en cyber, hein, ça c'est clair, hein, parce que ils ne sont pas encore assez évolués, hein, c'est la problématique. Hein. Donc, par contre, des attaques sans cesse, quoi. Hein. On a beaucoup d'entreprises dans la Nouvelle-Aquitaine et dans le Sud-Ouest qui travaillent sur l'aéronautique, donc aéronautique normale et aéronautique de combat, etc., armées dans le monde entier. Je ne vous dis pas les attaques qui subissent, quoi. Hein. Donc c'est une assurance qui est vraiment vitale pour eux, quoi. Mais pour l'instant, voilà, les questionnaires sont de plus en plus compliqués, etc. Donc c'est difficile. Alors justement, dans les pistes possibles face à un marché de l'assurance qui est de plus en plus tendu, il y a les fameuses captives, on en a parlé mercredi, elles ont été poussées par les grands groupes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une solution qui peut être regardée à l'échelle d'une grosse ETI, puisque vous n'êtes pas des PME de petite taille, hein. Christophe, je sais que vous avez un peu regardé. Ouais, ça fait 8 mois que je regarde les captives. J'ai un mandat de ma direction pour aller au bout. C'est devenu possible avec la législation française là, tout récemment. Avant, c'était impossible. On ne pouvait pas avoir sur notre bilan consolidé une ligne au Luxembourg ou en Suisse. Bon, c'était pas envisageable. Question de réputation. Ah, question, oui, de réputation, oui, tout à fait. Donc là, donc maintenant, je suis satisfait. On a eu 2 rendez-vous hier pour approfondir. C'est complexe, coûteux, mais je pense que pour les ETI, c'est l'avenir. À mon sens, il faut commencer petit, il faut faire une captive, il faut la faire grandir. Et d'ici 10-15 ans, je pense que ça sera un outil important pour les ETI, comme nous. Quels sont les avantages pour vous? J'ai envie de dire plutôt, comment est-ce que vous la présentez à votre direction générale, une captive? Qu'est-ce que vous mettez en avant?
c'est faire un contre-pouvoir un petit peu aux assureurs. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un premier temps, bon, là, on est tous pareils, hein, on tend le dos, on sait qu'on est malmené. Et si j'avais une captive, je pense que effectivement, j'aurais un rapport de force qui serait un peu plus en notre faveur. C'est-à-dire que j'aurais un rapport de force un peu différent. Et après, c'est aussi un outil qui va devenir fiscal, ça va être aussi c'est capitalistique. Donc je pense que avec ces deux points-là, je pense que la direction va effectivement me suivre dans cette décision. Alain, comment vous voyez les captives? Captive, très intéressé. Même réflexion que toi, dans le sens où il n'était pas question d'avoir une captive au Luxembourg. Hein. On a des PME familiales françaises, je passe clairement le mot français, de Nouvelle-Aquitaine et des Landes. Voilà, donc c'est clair. Donc, malgré le fait qu'on ait des filiales, puisqu'on travaille bien sûr dans les fleurs, en Comores, Madagascar et autres, où c'est des filiales de production et on pourrait faire des choses assez sympathiques. Non, donc c'est uniquement de la production. Donc on est très intéressé aussi, de manière justement, ces problèmes de franchise énormes, voire pour couvrir une franchise, proposer une franchise plus importante à nos assureurs en leur disant, voyez, on va assumer nous-mêmes une grosse partie du risque et une grosse partie de la fréquence. Et après, peut-être, si j'arrive pas à avoir de cyber, monter une cyber dans la captive, etc. Donc tout ça, c'est en réflexion. On a eu des réunions récentes, là, et on essaie de comprendre. Je n'en suis pas au stade de ma direction, je suis en stade de réflexion, moi, avec la direction financière des deux groupes. Et une fois qu'on aura vu ça, on ira à la charge. C'est pas gagné. Moi, je suis pour, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais mes patrons sont des industriels et préfèrent mettre de l'argent, le bloquer dans des machines plutôt que le bloquer dans des instruments qui les gardent en cas de problème. Donc bon, après, il va falloir vraiment faire passer le message. Et mais c'est sur le long terme, quoi. Hein. Donc je veux dire, le fait de la déductibilité des provisions et autres, en France, c'est vraiment super décision. Une question pour vous, Christophe, je pense. Qu'allez-vous mettre dans la captive et que garderiez-vous en placement assurance, hein, si vous en êtes là dans la réflexion déjà, hein, c'est peut-être un peu tôt. C'est sûrement un peu tôt parce que, compte tenu des réunions que j'ai eues hier, ça m'a ouvert, ça m'a interrogé. Donc j'ai pas encore complètement réfléchi. La franchise, c'est sûr. La cyber, je pense pas aujourd'hui, pas encore. Des pertes financières, je pense. Des pertes d'exploitation. Grégory, peut-être, est-ce que vous pouvez répondre? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans la captive? Qu'est-ce qu'on doit garder? Est-ce qu'il y a une réponse, d'ailleurs? Alors, je vais être transparent. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents dans la salle. Non, pas du tout. Il n'y a personne. D'ailleurs, on ne voit pas la salle. Donc, en fait, la captive, c'est un instrument qu'on utilisait peu, puisque nous, on adresse essentiellement des ETI. On a mis en place une première captive début 2022 au Luxembourg, puisqu'il n'y avait pas les dispositions qui devraient sortir dans le décret prochainement, concernant la captive à la française. Et donc, dans cette captive, on a mis du dommage, de la franchise de RC Aero, on est en train de mettre de la franchise de cyber et aussi de l'auto-liability aux US. Donc, en fait, on structure une captive, puis petit à petit, on fait rentrer au fur et à mesure un certain nombre de risques, et notamment ceux qui sont difficilement adressables ou qui sont extrêmement franchisés compte tenu des conditions du marché. On est en train d'en mettre une deuxième en place et on est sur 7 ou 8 études pour des ETI qui souhaitent en fait mettre en place une captive parce que, alors ça ne va pas remplacer les assureurs, hein, désolé Alain, mais ça fait partie en fait du dispositif de gestion de risque. Et je dois dire que les réactions des compagnies sont plutôt bonnes puisqu'il y a une part de risque qui est portée par la captive, donc on s'auto-assure. Donc quelque part, c'est un moyen de matérialiser l'engagement qu'a une entreprise en matière de prévention, enfin de gestion de risque globalement. Donc c'est plutôt un instrument. Enfin, il y a des effets de levier qui nous permettent de mieux accéder au marché de l'assurance grâce à la captive. Véronique, peut-être une réaction. Je sais que vous avez regardé plus tardivement, peut-être, mais est-ce que c'est tentant? Tentant, oui. Alors nous, on est quand même très en amont sur ce processus de réflexion parce que c'était quelque chose auquel on connaissait pas. Moi, je connaissais pas personnellement il y a encore 2-3 ans, donc c'est très très nouveau. Mais c'est vrai que les niveaux de franchise, les enjeux, le stress de renouvellement à chaque fois est tellement important que du coup, c'est des questions que même nous, on est amenés à se poser. Il y a une question un peu provoque là, mais je pense que je vous la retransmets. Ne faut-il pas obliger les assureurs à assurer un risque?
Hein, surtout quand alors, je vais quand même lire la fin de la question. Surtout quand la politique de prévention est bonne. Enfin, quel est le pouvoir de coercition qu'on a sur son assureur, Christophe? Nous, on a un paradoxe parce que on a besoin de beaucoup de capitaux pour verdir l'économie. On est premier producteur de pellets en France. On a 3 centrales de biomasse qui fait de l'électricité verte et on est au niveau de la RE 2020, géré pour les bâtiments et on n'arrive pas à assurer. Alors l'État nous impose des activités, enfin nous incite à faire, nous propose et on y va parce qu'on trouve ça bon pour le bois et par contre derrière, donc si l'État pouvait effectivement pas obliger les assureurs, mais faire un geste, ça serait bien. Oui, on ne voudrait pas obliger, mais on va faire passer des messages. Parce que donc, je vous disais, on a un club ETI, on est le premier club, il y a plein de clubs ETI qui sont en train de se développer sur toute la France, y compris chez toi. Et ensuite, il y a une association nationale qui s'appelle le METI, et le METI est en contact évidemment avec Bercy, l'Élysée, etc. Donc il va y avoir certainement des actions, puisqu'on est en train de monter en charge sur ces problématiques de captive, d'assurance, de non-assurabilité, pour faire passer des messages en haut. Excusez-nous, mais il y en a plein d'industriels en France, par exemple dans les activités bois, qui ne sont pas assurés. Qu'est-ce que vous pouvez faire afin que Bercy commence à réfléchir? Voilà, c'est un petit peu la stratégie. Moi, je me souviens en poste, 11 septembre 2001, il y avait Denis Kessler qui était ici et qui nous avait expliqué que le jour même, il avait pris le bus. Ça m'étonnerait qu'il prenne le bus, mais enfin bon, voilà. Et la pluie avait commencé à démarrer et en fait, tout le monde avait ouvert son parapluie. Il avait dit, mais est-ce que vous pensez que les gens se sont entendus pour ouvrir leur parapluie? Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est sur un marché qui est évidemment très compliqué, mais de là à rendre obligatoire par la loi l'assurance, parce que je vous rappelle que finalement, il n'y a que quelques assurances qui sont obligatoires par la loi. Je ne parle pas du contractuel, hein, où les banquiers vont demander à ce qu'on soit assuré. Ça me paraît un peu compliqué. Revenons sur la solution que vous avez tous mis en avant, c'est la prévention. Alors, comment est-ce que vous pouvez développer la prévention? Quels sont les sujets sur lesquels aujourd'hui on peut encore gagner beaucoup en gestion de son risque? Personne ne se dévoue, là. Allez, Alain, Christophe. Ouais, moi je crois beaucoup au PCA, et un PCA dynamique. Au plan de continuité d'activité. Moi je pense que c'est un outil important, mais c'est un outil pas compliqué, mais c'est un outil lourd à faire vivre. Mais moi, j'y crois vraiment parce que là, c'est l'anticipation, c'est des décisions qui sont prises et on n'est pas pris au dépourvu. Après, les sprinklers, nous, ça fait longtemps qu'on ne voulait pas et là, on nous impose et on va essayer de prendre. On a un programme d'investissement de 20 millions d'euros pour sprinkler tous nos sites. Alors, c'est contraint, mais on va essayer de le vendre aux équipes pour dire effectivement, c'est protéger l'outil industriel et je pense que, au bout d'un certain nombre d'années, j'y crois. Voilà, j'y croyais pas avant, mais là, on commence vraiment à se dire qu'il faut le faire. Il faut négocier un calendrier, mais je pense que c'est important de le faire. Donc PCA et sprinklage pour nous. Véronique? Moi, je dis que c'est un peu ambigu parce qu'en fait, d'un côté, on essaye de faire un maximum de choses en termes de prévention. Donc, je parlais du fait qu'on avait fait une cartographie des risques pour que tout le monde au sein de l'entreprise ait la même vision de nos risques et puisse s'y préparer et l'avoir en tête. On fait beaucoup, on a des PCA en termes de cyber, en termes d'exploitation, tout ça. On a des programmes de prévention, on a une ingénieure sécurité qui est avec nous, qui nous accompagne depuis 7-8 ans. Donc d'un côté, il y a beaucoup de choses qu'on essaye de mettre en place, mais de dire qu'il y a un retour sur investissement aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, quoi, hein. On espère juste éviter les majorations, hein, mais il n'y a aucun gain, quoi, hein. Il n'y a pas de gain. Et c'est ça qui est un peu ambigu. Et puis nous, il y a un moment aussi, la prévention a des limites, hein, parce que nos stocks, ils sont à l'air libre. Donc le sprinklage, il est naturel. Donc c'est pas possible, en fait, le sprinklage n'est pas possible. Donc au niveau prévention, il y a aussi des limites à tout ça, quoi. Alain, je vous vois opiner. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord, hein, parce que nous aussi, on a des activités bois, donc c'est à l'extérieur, et
On a une usine qui a brûlé quand il y a les gros incidents au Portugal, qui ont touché le Portugal entièrement. Le feu n'a pas traversé, sprinkler ou pas, liquidé l'usine. Hein. Donc, ça a été pris en charge par les assurances. C'était vraiment pas de notre faute. Hein. Là, on pouvait rien faire de mieux. Ce que je reviens, c'est le PCA. Et ce que je remercie les assureurs quand même, c'est qu'ils nous conseillent, nous contraignent à faire un PCA. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que pour l'instant, c'était le patron et le cadre qui avait vraiment, on avait un plan de crise dans la tête, on savait remplacer telle machine chez un partenaire et autres, et tout ça, ça va être formalisé, et ça, c'est bien. Ça, c'est bien de formaliser un PCA en sachant que s'il y avait un problème et que la personne qui est la solution n'est pas là, on l'aura dans ce PCA et on pourra trouver la solution rapidement pour redémarrer. Donc ça, c'est une chose, et c'est une chose qu'il faudrait, à mon avis, développer dans toutes les entreprises, les ETI, les PME, etc., parce que c'est la sécurité de l'entreprise, quoi. Et au moins, le patron aura une notion de là où sont ses risques, et il en a pleine conscience, quoi. Après, c'est son problème. Soit il le prend, soit il ne le prend pas. Grégory, ce que j'entends là, c'est quand même une fantastique montée en puissance, montée en compétence en matière de prévention et de gestion des risques. Enfin, on a 3 exemples. Est-ce que vous constatez de façon globale, et alors c'est peut-être un peu contraint, mais c'est quand même un progrès sur 10 ans, je trouve assez dingue. Alors, je voudrais juste, parce que nous sommes une entreprise aussi, donc on fait de la prévention, et notamment en matière de cyber. Pour vous donner quand même des chiffres, mon budget sécurité informatique en 2022, c'était 4,3 millions. Cette année, c'est 4,7 millions. C'est 14 personnes à plein temps. Et en fait, pourquoi je fais de la prévention? Je suis assuré, hein, peut-être qu'il est dans la salle, mon assureur, c'est AIG. Et en fait, est-ce que je fais de la prévention pour AIG ou je fais de la prévention pour nous? En fait, je fais de la prévention pour nous. Et vraiment, AIG, c'est la roue de secours. Si vraiment on a failli, qu'on a oublié de fermer une porte ou de fermer une fenêtre. Donc je pense que est-ce qu'on peut attendre du retour sur investissement sur les plans de risk management qu'on met en place vis-à-vis des assureurs? Ça sert à rien. Moi je pense que avant tout c'est de s'assurer qu'il y ait une continuité d'activité pour l'entreprise. Nous on l'a vécu avec un de nos clients qui a perdu son usine. Vous avez peut-être vu, il y avait un panache de fumée un dimanche à Rungis, c'est notre client, il n'avait qu'un seul site, donc c'est extrêmement compliqué parce que les clients de notre client, ils n'attendent pas que le client reparte pour continuer à travailler avec lui. Ils vont chercher d'autres fournisseurs. Donc je pense qu'avant tout, le risk management et la prévention, c'est pour assurer la continuité de son activité, indépendamment du fait qu'on soit assuré ou pas. Et oui, c'est vrai, il y a une évolution, pour répondre à votre question. Moi, je sens qu'il y a un degré de maturité beaucoup plus fort. Moi, j'ai commencé il y a 24 ans dans l'assurance, où l'assurance était plutôt, dans les ETI, les PME, une commodité. Même certains pensaient que c'était obligatoire de s'assurer, alors que ce n'est pas obligatoire par la loi. Contractuellement peut-être, mais par la loi. Et je trouve que depuis une dizaine d'années, il y a quand même une évolution forte et des progrès qui ont été faits de manière très significative au sein des ETI et des PME, PMI. Alors, est-ce que c'est parce que les assureurs sont de plus en plus exigeants? Je ne sais pas, certainement. Mais je pense aussi c'est parce que ça fait partie, la résilience d'une entreprise fait partie de la stratégie d'une entreprise. Et je pense que c'est ça qui a fait évoluer le mindset des gens qui gèrent des assurances au sein des ETI. Peut-être un petit point RH, j'ai envie de dire. Vous êtes tous en charge de la gestion des risques, avec visiblement un énorme portefeuille à faire dans ce domaine. Et ce n'est pas votre titre officiel. Alors, est-ce que c'est gérable? Ça représente combien de votre emploi du temps? Et est-ce qu'il y a un moment où ça ne devient pas une fonction en tant que telle? À quel moment ça deviendrait une fonction en tant que telle dans vos structures? Véronique? Comme je disais, nous, on est accompagnés par une ingénieure sécurité, donc moi, je m'appuie beaucoup sur elle, et donc c'est très complémentaire. Donc, on n'en est pas encore dans l'idée d'une fonction en tant que telle, mais il y a c'est très saisonnier dans notre activité. Il y a des pics à la fin d'année, c'est une bonne partie de l'emploi du temps. Et je pense que dans certaines entreprises, oui, ça doit être en détail d'une entreprise plus grande, comme peut-être toi, Christophe, c'est peut-être... Non, je pense que c'est une histoire d'équipe. Moi, c'est 20% de mon temps, mais il y a des juristes, il y a
des gens sur la qualité, des gens sur les RH. C'est un travail d'équipe dans les ETI. C'est pas un poste. On n'a pas les moyens, à mon sens, d'avoir quelqu'un à temps complet. Je pense que c'est... Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que chacun a sa sensibilité. Donc ça aussi, ça fait progresser la gestion du risque. C'est une fonction, une gouvernance transverse, en fait. Tout à fait. C'est ça, tout à fait. Moi, je pense à peu près 30% de mon temps là-dessus, à la fois à la taille et puis en gérant les risques un peu dans le monde entier, dans des pays, etc. Donc ouais, c'est 30%. Et c'est vrai que l'accompagnement de l'ingénieur sécurité, c'est très important, quoi. Il travaille avec nous, donc ça nous fait gagner du temps. Quand on a des réunions constructives, ça va. Et puis la négociation vis-à-vis de l'ingénieur prévention est faite grâce à ce spécialiste et tout. Donc voilà, oui, donc, je pense qu'il faut vraiment être une taille assez importante, hein. Moi, je vois dans le club des ETI, vous avez donc Seva Santé Animale, hein, qui est donc dans les 5 mondiaux de la vaccination. Il y a une risk manager, et il y a une équipe, mais c'est 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, bon, je ne sais même plus où il en est. Il arrête pas on est à la limite haute de l'ETI. Ouais, on est à la limite, quoi. C'est vraiment quand on passe quasiment, on sort de l'ETI pour aller au grand groupe, je pense qu'il faut un risk manager. Mais ça touche le risque management. Dans ces cas-là, je le vois, c'est le risque client, etc. Ça inclut beaucoup de choses, quoi, dans ces cas-là. Alors que chez nous, par exemple, le risque client est géré par la direction financière. Bon, je n'ai pas la direction financière puisque je suis secrétaire général. Sauf que quand la direction financière n'arrive pas à récupérer le dossier, c'est Bibi Lolo au niveau juriste qui le fait, quoi. Donc c'est un travail d'équipe. C'est comme tu le disais, c'est un travail d'équipe. Grégory, quand est-ce que vous voyez la fonction de s'autonomiser, c'est à la frontière haute de l'ETI ou ça dépend des secteurs, hein? Alors, moi, je pense que ça dépend aussi du secteur d'activité dans lequel est l'entreprise, puisqu'on a des enjeux, on a des représentants du secteur du bois, et on sait qu'on a des enjeux, on sait qu'on a aussi d'autres secteurs d'activité, type le recyclage, où c'est extrêmement compliqué aussi de trouver des porteurs de risques. Donc là, effectivement, de plus en plus, la fonction est internalisée. Et quelque part, c'est vrai que les risk managers, c'était plutôt l'apanage des grands groupes. Et petit à petit, c'est en train de se démocratiser au sein des ETI. Et la preuve, puisque Alain, il passe 30% de son temps, Christophe 20%, enfin, de plus en plus, c'est un élément qui est essentiel. Et je le répète, comme le rôle, c'est d'assurer la résilience de l'entreprise, ça devient un élément clé dans la gestion d'une entreprise. On arrive presque au bout de nos échanges. On est déjà en février, mais on va dire que c'est encore le début de l'année. Et je sentais que vous aviez des petits messages un peu forts, hein. Alors, pour vous donner l'occasion de les faire passer de façon musclée, est-ce que je peux vous demander un vœu que vous auriez encore en ce début d'année? Moi, j'ai un vœu de financier depuis des années, c'est une provision pour investissement, et si elle était fléchée sur la sécurité, ça serait encore mieux. Voilà. Que vos sprinklers, vous puissiez un peu mieux les étaler, et voilà, faire sur 4-5 ans, et que ça puisse être plus acceptable dans le compte de résultat. J'espère que Bercy est encore un peu ici. Véronique? Alors moi, mon vœu, ça serait de ne pas être considéré comme un secteur, mais comme une entreprise en tant que telle, quoi. Nous ne sommes pas que le secteur du bois, nous sommes une entreprise avec ses spécificités, ses actions, ses plans de prévention, qu'on ne soit pas stigmatisé, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir quand même la pancarte dans le dos, mais plutôt que d'être stigmatisé, qu'on soit plutôt accompagné. Enfin, moi, j'attends de nos assureurs qui nous accompagnent, hein, bon, ce qu'ils font en partie, mais il faudrait que ce soit poursuivi, qui nous accompagnent, qui s'inscrivent vraiment en partenaire, parce que, par exemple, on n'a pas beaucoup parlé de tout ce qui était énergie renouvelable, mais par exemple, tout ce qui est panneaux photovoltaïques aujourd'hui, par exemple, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. On nous incite beaucoup à aller vers ça, mais installer des panneaux photovoltaïques, c'est compliqué aujourd'hui. Donc vraiment, qui s'inscrivent... C'est-à-dire les assurer ensuite Oui, les installer, déjà, c'est un peu compliqué, mais... On les assure pas. Hein. Que l'assureur soit d'accord pour qu'on les installe, c'est déjà pas simple. Et donc, que notre assureur soit un vrai partenaire et qui nous accompagne dans nos politiques de développement, d'investissement. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et je ne suis pas un secteur. Alain? Je vais faire que me répéter.
messieurs, prenez en compte toutes les demandes de l'Adréal, etc., de tous les environnements de l'entreprise quand vous faites des conseils pour les entreprises. Harmonisez vos questionnaires et aussi un petit truc sympathique, c'est harmoniser vos prérequis pour le sprinkler. Ça serait bien que tout le monde utilise le même système, c'est-à-dire APSAD, et qu'il n'y en ait pas un qui rajoute quelque chose, etc. Ce qui fait que si on change d'assureur, il va me dire « Ah ben oui, mais votre norme là, ça va pas, il manque ça, etc. » Donc si on arrivait à avoir les mêmes normes de sprinkler pour tout le monde, on se sprinkle une fois pour toutes et on n'en parle plus. Voilà, ça serait assez sympathique. Voilà, c'est tout. Et je sais pas pourquoi tu me regardes. Parce que tu es en plein dans le dossier, tu le sais bien, les problèmes. Mais non, c'est un assureur qui veut du NFPA, c'est tout. Voilà. Bon. Pas de nom. Mais on a changé d'assureur. Voilà. Bon, votre vœu pour 2023, Grégory? Écoutez, moi j'en ai deux. Le premier, je l'ai dit tout à l'heure, l'assurance est un élément essentiel, c'est un maillon essentiel de l'économie. Donc les assureurs, ils doivent être là pour accompagner des secteurs d'activité qui font la force. D'ailleurs, notamment la tonnellerie, c'est beaucoup d'exportation, etc. Mais aussi l'innovation, parce qu'on a parlé des ENR. Nous, on est spécialisés dans les ENR. On a démarré il y a une vingtaine d'années. On ne trouvait pas d'assureur sur le marché français. Donc on s'est dit, où est-ce qu'il y a des éoliennes au Danemark? Et on est allé chercher un assureur danois au début. Donc il y a quand même, et aujourd'hui, ils nous courent après parce que dans leur politique RSE, il faut qu'ils mettent de l'assurance ENR. Mais il y a d'autres domaines d'activité, d'autres innovations, et vraiment les assureurs doivent être là pour accompagner ces innovations. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, alors effectivement, d'essayer d'avoir des questionnaires qui soient communs aux assureurs, mais aussi qu'on normalise les prérequis en matière de prévention et de protection en cyber. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces explications. Merci Christophe Pifto, Véronique Moget, Alain Lemaire, Grégory Allard. On peut les applaudir.